Le thème sur lequel il m'a été demandé de faire une présentation, c'est le chevauchement entre les compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et de la Cour de justice de la CEDEAO. J'ai proposé de faire cette présentation en deux temps. D'abord, de présenter quelles sont les manifestations de ce chevauchement et, dans un second temps, de présenter les conséquences du chevauchement et de faire quelques ébauches de solutions. En ce qui concerne les manifestations du chevauchement, j'ai proposé d'y aller en deux moments. D'abord, en ce qui concerne la compétence matérielle, puis en ce qui concerne la compétence personnelle. En ce qui concerne la compétence matérielle, on retient que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a compétence pour connaître de l'interprétation et de l'application de tout instrument des droits de l'homme ratifié par l'État concerné. Et ceci est prévu aux dispositions de l'article 3 du protocole portant création de la Cour. Alors, ce qui se pose comme question, c'est qu'est-ce qui peut être retenu comme instrument des droits de l'homme, justement. Et la Cour a été amenée à plusieurs reprises, en tout cas de manière très spécifique dans l'affaire Zongo contre Burkina Faso, à se prononcer sur la question de savoir, par exemple, si le traité révisé de la CEDEAO de 1993, notamment en son article 66, qui prévoit que les journalistes doivent pouvoir être capables d'exercer leur profession de manière libre, si ces dispositions-là constituent effectivement des dispositions des droits de l'homme, et donc si le traité constitue un instrument des droits de l'homme, la Cour a répondu que oui, du moment qu'il s'agissait de droits individuels dont la garantie est prévue aux dispositions d'un instrument international ratifié par l'État. Alors, il y a eu une deuxième instance où la Cour s'est prononcée également sur une question similaire. C'est dans l'affaire APDH contre Côte d'Ivoire, où il était question pour la Cour de décider si la Charte africaine de la démocratie, la gouvernance et des élections était ou est un instrument des droits de l'homme. Et la Cour a estimé que, en tout cas, en ce qui concerne les dispositions qui énumèrent des droits ou qui énumèrent des obligations de la Charte de l'État et pour lesquelles il y a des droits correspondants, on doit pouvoir considérer que cette charte-là est un instrument des droits de l'homme. Alors, maintenant, quant à la Cour de justice de la CEDEAO, ce qui concerne la compétence matérielle, il faut noter que la Cour de justice de la CEDEAO, aussi bien dans le protocole de 1991 qu'il a créé que dans le protocole de 2005, qui élargit ses compétences à la matière des droits de l'homme, ne contient pas de disposition en ce qui concerne une liste de droits de l'homme, sur la base desquelles la Cour doit pouvoir se prononcer lorsqu'elle reçoit les requêtes. Et donc, on peut dire qu'il y a une absence de charte de droit dans le régime des droits de l'homme de la CEDEAO. Mais, dès 2005, quand la Cour a été confrontée à cette question, notamment dans l'affaire Ouboukou contre Nigeria, la Cour est allée chercher dans les dispositions de l'article 19.1 de son protocole, le protocole de 91 s'entend, donc des dispositions qui prévoient que la Cour, lorsqu'elle se prononce sur une affaire, peut se fonder sur les dispositions de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Et on sait bien que ces dispositions de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice prévoient une compétence quasi universelle, puisque à la fois il s'agit des dispositions des conventions internationales, générales ou spéciales, mais également de la coutume et même des principes généraux de droit et de la doctrine. Donc, en cherchant, en allant puiser dans cette disposition-là, la Cour s'est adjugée ou a interprété sa compétence matérielle pour quasiment en faire une compétence universelle. Et les suites du premier arrêt de 2005 dans l'affaire Ouboukou, c'est que la Cour a renforcé cette logique de compétence universelle et j'ai proposé ici quelques arrêts de la Cour, Koraou contre Niger en 2008, où la Cour a adjugé la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur les droits des femmes. 2010, l'affaire Abré contre Sénégal, où la Cour s'est prononcée sur la violation du pacte international sur les droits civils et politiques. Puis récemment, en 2017, l'affaire Nigéria contre Nigeria, où la Cour s'est prononcée sur la violation du protocole sur les droits des femmes en Afrique, dont le protocole dit du mars. En conclusion, sur les questions de compétences matérielles,
on note que les deux juridictions ont ce qu'on pourrait appeler une compétence matérielle universelle. Maintenant, sur la compétence personnelle, pour la Cour africaine, on peut distinguer le chef du requérant de celui du défendeur. Mais en général, ce qu'on constate, c'est qu'en ce qui concerne le requérant, d'abord, au terme de disposition de l'article 5 du protocole portant création de la Cour, la commission Banjul, donc la Commission africaine des droits de l'homme, les États ou les organisations intergouvernementales africaines peuvent saisir directement la Cour dès que l'État concerné a ratifié le protocole portant création de la Cour. Premier point. Deuxième point, c'est en ce qui concerne les individus et les organisations non gouvernementales. À l'article 5.2 du protocole, il est prévu que les individus et les ONG, notamment ayant statut d'observateur, peuvent également saisir la Cour africaine, mais sous une deuxième condition, Donc, en sus de la ratification du protocole, il faut que l'État concerné ait déposé une déclaration spéciale autorisant les individus et les ONG à saisir la Cour directement. Et maintenant, dans le chef du défendeur, on peut noter que pour que vous puissiez attraire un État devant la Cour africaine, si vous voulez passer par la commission de Banjul, ce qui est possible, il faut que l'État ait ratifié, et en l'état actuel des choses, nous avons 30 ratifications, ou alors, si vous voulez saisir la Cour directement, il faut que l'État contre lequel vous saisissez la Cour ait déposé la déclaration spéciale prévue à l'article 34.6, et 8 États l'ont fait à ce jour. Qu'en est-il de la Cour de justice de la CEDEAO? Dans le chef du requérant, on note que le protocole de 1991 prévoit que les États et les individus, par le biais des États, peuvent saisir la Cour. Donc ça, c'est avant le protocole de 2005. Les individus ne pouvaient pas saisir la Cour, sauf à le faire par leurs États. Mais à partir du protocole de 2005, il y a un accès direct pour les individus, notamment à l'article 9.4 du nouveau du protocole. En ce qui concerne les ONG, d'abord, la réponse de la Cour était non. Les ONG et les entités qui ne sont pas des personnes physiques ne peuvent pas saisir la Cour. On le note dans CDD contre Niger, etc. Mais la Cour a changé de position ensuite. Dans Rado contre Sénégal, par exemple, ou dans CERAP contre Nigeria, la Cour a retenu que le mot, le terme, la terminologie de personne ne pouvait pas être interprétée de manière stricte à personne physique, mais également inclus personne morale, etc. Ici, il n'y a pas de déclaration spéciale, parce que la seule ratification du protocole portant création de la Cour de justice de la CEDEAO suffit pour donner compétence personnelle à la Cour. Et donc, la Cour a compétence naturellement contre les 15 États membres de la CEDEAO. Maintenant, à titre d'aperçu général, en ce qui concerne le chevauchement, on peut dire qu'il faut distinguer le chevauchement potentiel du chevauchement réel. Le chevauchement potentiel, c'est quoi? Le chevauchement potentiel, c'est que la totalité des 15 États de la CEDEAO, dans l'hypothèse d'une ratification universelle du protocole portant création de la Cour africaine, veut dire que la Cour a compétence pour connaître du contentieux concernant les 15 États de la CEDEAO. Ça, c'est dans le cas où on est dans le cas potentiel ou hypothétique de la ratification totale. À la date d'aujourd'hui, en titre de chevauchement réel ou réalisé, 5 États de la CEDEAO peuvent faire l'objet de contentieux devant la Cour africaine directement. Donc, c'est les États qui ont déposé la déclaration. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et Mali. 5 autres États peuvent également faire l'objet de contentieux devant la Cour africaine, mais à condition de passer par la commission de Banjul. Ces États sont la Gambie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Donc, à ce jour, les 5 États, les 5 seuls États de la CEDEAO contre lesquels on ne peut pas saisir la Cour africaine, c'est le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone. Alors, quelles sont les conséquences du chevauchement? Pour le plaideur, d'abord, c'est une question de choix de forum. D'accord? Le plaideur se trouve dans le dilemme de savoir quel forum il faut saisir, vers quel cours il faut aller, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de dérivés de ces conséquences-là, mais sur les questions, par exemple, comme la recevabilité ou l'ordre de saisine, il faut retenir qu'il y a d'autres questions qui surgissent. Par exemple, sur la question de non-épuisement des recours internes, comment expliquer que, alors que la Cour de justice de la CEDEAO n'applique pas l'épuisement des recours internes, dans l'affaire Zongo, par exemple, le requérant préfère saisir la Cour africaine. Ce sont des questions, par exemple, sur lesquelles on peut faire davantage de réflexion. Par exemple, la question du res judicata. Les deux juridictions appliquent
l'une, le reste du Qatar, la Cour africaine, et l'autre, la litispendance, la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qui fait que une conséquence de ce chevauchement peut être l'ordre de saisir. Dans quel ordre saisir? Si vous avez les deux, par exemple, que vous pouvez saisir les deux, par où commencer? Dans l'affaire Jean-Roger Gombert contre Côte d'Ivoire, qui est pendant devant la Cour, en ce moment, donne un exemple palpable de la situation d'un plaideur qui se trouve dans le dilemme du choix de forum. Donc il a décidé d'abord d'aller à la Cour de justice de la CEDEAO, et quand la Cour l'a débouté, il a ensuite saisi la Cour africaine qui va rendre un arrêt sur cette question et qui va essayer de démêler un peu les choses. Alors il y a une autre série de conséquences, notamment les conflits dans le système, les conflits de compétences matérielles, le risque d'interprétation divergente, le risque de contrariété de décision, et le risque d'atteinte peut-être à la confiance du justiciable ou à l'autorité des cours ou même au respect des décisions des cours. Il y a le risque de dispersion, de disharmonie du système. Donc s'il y a des décisions qui vont peut-être amplifier un peu dans tous les sens, cela peut aussi entacher la sécurité juridique et judiciaire à cause de la disharmonie d'interprétation dans le système. Alors, quelles sont les solutions? Nous avons essayé d'en débaucher pour peut-être lancer un débat où le plaideur, c'est le choix intelligent de forum. Il faut savoir quel forum choisir en premier, avant l'autre, et après quelles règles, et ainsi de suite. Et pour les juridictions, c'est le strict respect du principe de res judicata, par exemple, lorsqu'on se trouve dans le principe de res judicata. Mais il y a d'autres solutions qui ont été proposées. Ici, j'ai rappelé la jurisprudence de la commission de Banjul, qui s'est déjà prononcée sur la question du res judicata et qui a interprété l'article 56.7 de la charte comme ne voulant pas signifier strictement res judicata, mais dans le respect des autres juridictions internationales, peut aussi signifier, par exemple, non bis in idem, peut aussi signifier litispendance, etc. Donc c'est une interprétation ingénieuse qui tient compte de la présence d'autres juridictions dans le système africain des droits de l'homme. Alors, pour finir, j'ai proposé deux extraits d'arrêts, l'un de la Cour africaine et l'autre de la Cour de la CEDEAO, pour montrer qu'il y a une certaine prédisposition au dialogue jurisprudentiel. Alors, pour la Cour africaine, j'ai proposé l'affaire Falana contre l'Union africaine, et c'est un extrait de l'arrêt de la Cour. La relation entre la Cour et le défendeur, la commission de Banjul, est fondée sur la complémentarité. La Cour et le défendeur sont des institutions partenaires autonomes, mais qui œuvrent de concert pour le renforcement de leur partenariat en vue de protéger les droits de l'homme sur tout le continent. Aucune de ces deux institutions ne peut obliger l'autre à prendre une mesure quelconque. C'est vrai que cet arrêt ou cet extrait concerne la commission de Banjul, mais nous sommes ici dans un cadre général de conflit ou de chevauchement. Pour la Cour de justice de la CEDEAO, j'ai proposé un extrait de l'arrêt Aboubakar contre SEAO et Niger. La Cour de CEDEAO, si elle ne décline pas sa compétence matérielle avérée, sera amenée inévitablement à s'approprier une prérogative dont elle n'est pas dépositaire. La Cour est d'avis que bien que sa compétence matérielle soit pertinente, elle se doit de la décliner eu égard à la compétence exclusive de la Cour de justice de l'UEMOA. Donc voilà un peu, honorable juge, les quelques idées qui ont été proposées dans cette présentation. Je vous remercie.